Alors les tumeurs neuroendocrines, c'est un petit peu, je suis tombé dans la marmite avec les gens de Beaujon. J'ai un peu gardé ça, c'est quand même extrêmement compliqué. J'essaie ici de donner une petite vision chirurgicale des choses, mais vraiment, s'il faut retenir une chose, c'est d'abord cette diapositive. On peut parler de tumeurs neuroendocrines sur le plan embryologique, l'intestin, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure, grosso modo, c'est la zone de territoire de vascularisation de l'intestin antérieur, moyen et inférieur. Donc il va y avoir des tumeurs endocrines de l'intestin antérieur, et les tumeurs pancréatiques font partie de ça. Le tumeur de l'intestin moyen, c'est plutôt le grêle, donc c'est les carcinoïdes, ce qu'on disait, et la moitié du côlon. Et puis les tumeurs du grêle, en gros, c'est les tumeurs de l'intestin postérieur. Ils ne se comportent pas du tout de la même façon. Et donc, quand on va parler de tumeurs duodénopancréatiques, on va parler de tumeurs endocrines plutôt de l'aire de l'intestin antérieur. Alors on peut dire, en dehors de cette origine, que vous dites quasiment en disant cette tumeur neuroendocrine, duodénopancréatique ou gastro-intestinale, bah vous le faites en fait, cette anatomo-embryologie en termes de classification, mais il faut savoir aussi qu'on peut aussi distinguer des tumeurs en termes hormonaux ou pas, s'ils sécrètent des hormones et qu'il y a un syndrome hormonal. Ça ne veut pas dire qu'ils sécrètent des substances seulement. Ça veut dire que, par exemple, on a l'insuline, bah c'est l'insulinome, on a le gastrinome, glucagonome, et puis il y a des tumeurs fonctionnelles pancréatiques et des tumeurs non fonctionnelles pancréatiques. On va voir un petit peu les différences. Je ne rentre pas dans la génétique, c'est encore très compliqué. Je ne parlerai pas de tumeurs neuroendocrines, des néoplasies endocriniennes multiples. C'est encore plus compliqué et plus rare, donc ne nous mettons pas là-dedans. Et puis sur le plan histologique, quelle que soit la tumeur neuroendocrine, finalement, on va voir qu'on peut parler, avant on parlait de tumeurs bien différenciées, peu différenciées, aujourd'hui on parle de grades. Grosso modo, c'est la même chose que l'index mitotique. J'essaie de vous montrer que vraiment 90% des tumeurs neuroendocrines sont bien différenciées. Eh bien, ceux qui ne sont pas différenciés se comportent comme les petites cellules bronchiques. Donc c'est vraiment quasiment des tumeurs extrêmement, certes chimiosensibles au début, mais qui récidivent précocement. Alors qu'est-ce qui est important? Bon, bah, il y a des choses qui passent pas, c'est pas grave, bah, c'est la grade. Les grades, finalement, tumeurs grade 1, 2 et 3, bien différenciés et quasiment peu différenciés, bah, vous voyez que c'est pas du tout la même survie, et il n'y a quasiment pas de place pour la chirurgie de tumeurs neuroendocrines pancréatiques pour les grades 3. Donc la grade, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas la grade avec KI67, je vais vous montrer un petit peu, eh ben, il faut faire l'index mitotique par champ. Alors, quand on regarde les tumeurs pancréatiques par rapport au reste, finalement, les deux grosses tumeurs, des deux grosses catégories qui sortent, c'est les tumeurs pleinement carcinoïdes du grêle et puis les tumeurs pancréatiques. Eh ben, on voit tout de suite que quasiment, en ordre de fréquence, quand on s'intéresse à ces tumeurs, finalement, il y a beaucoup de malades métastatiques. Les maladies métastatiques, ben, finalement, représentent ici, ça veut dire quasiment un malade sur deux est métastatique. Et ces métastases, je ne rentrerai pas dans les détails, mais regardez si vous faites un scanner, même injecté, pas très précocement, avec un retour porte, vous pouvez ne pas les voir et qu'à l'IRM, vous allez mieux les voir. Donc ce sont parfois des millières métastatiques qu'on ne vous verrez pas. Ça ne se comporte pas comme des métastases de cancer du côlon. Donc, chaque fois que vous avez une tumeur, ben, il faudrait que vous ayez une imagerie pour être sûr que cette tumeur est localisée au pancréas et n'est pas métastatique, ce qui n'est pas chose facile. Et aujourd'hui, on cède d'autres examens un peu plus sensibles, fonctionnels, mais même cela ne détecte pas les micrométastases. Donc c'est l'IRM avec des séquences de diffusion. Et si vous n'avez pas l'IRM en séquence T2, ça veut dire quand on voit le liquide céphalorachidien qui peut vous dire ce qui se passe. Quel est le but que le chirurgien met devant lui pour proposer une chirurgie? Premièrement, s'il y a une complication. Alors pour le pancréas, c'est pas tellement une complication, on n'opère pas parce qu'il y a un ictère, on opère rarement parce qu'il y a une hypertension portale segmentaire, quoique parfois certaines tumeurs sont très fragilisées, très grosses et créent vraiment des douleurs de l'hypochondre gauche, mais enfin c'est plutôt pour les carcinoïdes, on ne veut pas qu'ils se compliquent en termes d'occlusion et d'hémorragie. Parfois, c'est l'insulinome. L'insulinome, bah, ça sécrète de l'insuline, il n'y a quasiment pas de traitement médical. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va traiter ce malade par la chirurgie. Et aujourd'hui, ou éventuellement la destruction. Mais vous voyez que c'est pas évident. Il y a des tumeurs qui vont sécréter, par exemple, des substances PTH-like, et là, on sera vraiment dans le flou. Et de temps en temps, il arrive de faire des cytoréductions, mais il faut pour la cytoréduction, il faudrait vraiment vous enleviez 90% de la masse tumorale et non pas juste 20% de la masse tumorale. Le plus important, c'est donc
traiter pour qu'il n'y ait pas de maladie métastatique ou traiter pour que le malade puisse vivre plus longtemps. Et là, par exemple, je vous ai pris un exemple ici. Quand vous énucléez des tumeurs pancréatiques, vous êtes par définition R1. Il n'y a pas de tissu parenchymateux. Donc vous êtes macroscopiquement complète, et donc on va parler de chirurgie macroscopiquement complète et de chirurgie incomplète, et surtout si on laisse de la maladie derrière. Donc les tumeurs pancréatiques aujourd'hui, ils sont là, fonctionnels ou pas fonctionnels. Je vais parler que des cas sporadiques et non pas rentrer là-dedans, et je vous dirai un petit mot de ça. Et je n'irai pas dans les métastases pour ne pas être long. Alors, deux choses sur les tumeurs neuroendocrines du pancréas. Fonctionnelles, pas fonctionnelles. Dans les fonctionnels, l'insulinome et le gastrinome, c'est les plus fréquentes. L'insulinome, gastrinome, c'est les plus fréquentes. Ça représente plus de 80% des tumeurs neuroendocrines fonctionnelles du pancréas. Et après, vous avez les tumeurs neuroendocrines du pancréas qui n'ont pas de sécrétion, grosso modo, de l'insuline et de gastrine, finalement, ceux-là, ils ne sécrètent pas. Et donc, soit ils sont de découverte fortuite maintenant sur les imageries, parce qu'on a de plus en plus de scans pour autre chose, soit c'est des grosses tumeurs, parce que comme ils ont évolué, à ce moment-là, c'est des grosses masses. Donc vous voyez, c'est très important. Et de temps en temps, c'est les métastases qui font un peu mal, et on a la maladie multimétastatique. Alors finalement, quand on regarde les tumeurs neuroendocrines du pancréas, jusqu'en 2005, et aujourd'hui j'ai les chiffres, ça remonte comme ça. Ça veut dire qu'on détecte de plus en plus de tumeurs neuroendocrines du pancréas, parce qu'on fait de l'imagerie du pancréas. Alors je vous ai dit que les grades est très importante. Oui, c'est comme l'index mitotique. Toutes les études aujourd'hui montrent que les grades 1 ont une meilleure survie, que ça soit d'origine pancréatique ou autre, et donc souvenez-vous de ça. Mais pour nous, un peu chirurgiens qui avons l'habitude, ou de temps en temps, gardez dans l'esprit que finalement, le peu différencié, généralement les G3 très élevés, ça veut dire au-dessus de 50, sont des vrais peu différenciés que vous connaissez avant. Le reste, c'est des tumeurs bien différenciées, ça veut dire que c'est des tumeurs d'évolution lente, grosso modo, mais il n'y a pas beaucoup de métastases. Alors, quand je compare de temps en temps le cancer du côlon avec les collègues qui me parlent de tumeurs neuroendocrines, oh là là, c'est 60, c'est énorme et tout ça, cancer du côlon, ça peut aller jusqu'à 60-80%. Donc vous voyez, on ne le fait pas parce que ça ne sert à rien, mais sachez que donc, ce sont des tumeurs G1-2%, c'est pas grand-chose. Donc on a le temps de réfléchir. Alors prenons quelques cas particuliers. L'insulinome, c'est quoi? Finalement, le malade, cliniquement, c'est pas vous qui faites le diagnostic, souvent, vous avez une petite tumeur qui sécrète de l'insuline, on fait des hypoglycémies organiques. Voilà. Ça, donc, c'est pas la grosse tumeur de 5 cm. 9 fois sur 10, voire 99 pour vous, 2 fois pour vous, c'est bénin. C'est-à-dire qu'on ne le découvre pas de métastase en même temps. D'accord? L'insulinome, c'est une petite tumeur unique, un tiers dans la tête, un tiers dans le corps, un tiers dans la queue, finalement, généralement de moins de 2 cm, et bénin. Alors, on le découvre comment? On le découvre sur cette triade, mais pour la localisation, 1 cm, ça peut être petit. Comme j'ai mis quelques images ici, vous voyez, ça, c'était un insulinome. Là, c'est un insulinome. Vous voyez, si vous ne faites pas un scanner de bonne qualité, voire l'IRM, maintenant, ça, c'est l'IRM qui l'a trouvé. Vous voyez, toute petite. Finalement, le bilan doit être complet. Et on va même jusqu'à effectuer des choses extrêmement, aujourd'hui, Sioux, que j'appelle, ça veut dire des scintigraphies très particulières aux glycoprotéines et des récepteurs de l'insuline. Donc vous voyez que c'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que ce que vous connaissez, la scintigraphie ou l'octreoscan, au récepteur de la somatostatine, finalement, l'insulinome ne l'exprime qu'une fois sur 2. Donc une scintigraphie à l'octreoscan négative ne veut rien dire pour la détection de l'insuline. Voilà. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est bénin, généralement on peut les énucléer, on n'a pas besoin de curage, on n'a pas besoin de choses, et malheureusement, parfois on arrive à les avoir dans la tête du pancréas chez quelqu'un de 17 ans ou 18 ans. On essaye quand même, et je pense que c'est la tendance aussi, j'ai discuté avec Alain Sauvanet et Poutou à Lille, en fait on essaye aussi tous de les énucléer, quitte à faire une même pancréatotomie, vous voyez. Donc c'est un peu changé, on essaye généralement de faire une énucléation, sauf quand c'est le pancréas gauche, le pancréas caudal, et à ce moment-là, on a des résultats à long terme, et vous voyez que cette survie qui baisse, c'est que finalement, 1 fois sur 10, ça va donner des métastases à distance, et ces malades-là, comme ils font l'hypoglycémie organique, il n'y a pas de chimio efficace, il n'y a rien d'autre efficace, ils meurent très rapidement. Donc, ce sont des quelques malades, dans la grosse série de 100 malades, 10 malades qui vont mourir, et donc le survival va diminuer. Ça, c'est l'insulinome, bénin, énucléation, et pas toujours visible à l'octreoscan. À l'inverse, le gastrinome, ça se comporte comme les toutes petites tumeurs. Alors, il ne faut pas que je dise ça, mais pour les chirurgiens, on comprend.
carcinoïdes de millimétrie qui peuvent donner des grosses métastases. Une petite tumeur millimétrique de 2 mm de gastrinome peut donner déjà des ganglions et des métastases hépatiques. Et ça, c'est extrêmement important. La taille est très faible. Alors, on ne meurt plus de Zollinger-Ellison sauf en urgence si on a fait le diagnostic. Le diagnostic, c'est, vous connaissez, les ulcères perforés, distaux, le reflux pathologique, le malade qui saigne, il peut y en avoir, et surtout des diarrhées, parce qu'il y a une hypersécrétion gastrique, il y a 10 litres qui passent par l'estomac tous les jours, et des gros plis gastriques liés à l'effet de la gastrine sur l'estomac. Et donc, c'est extrêmement important que vous fassiez le diagnostic. S'il y a quelqu'un qui a des diarrhées et qu'il a tous les petits symptômes d'ulcère, etc., bah vous donnez un peu d'IPP et que ça s'arrête, c'est déjà en soi un petit élément clinique pour moi qui est important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est malin. C'est malin dans 60% de cas. Ils peuvent être duodénaux ou pancréatiques. C'est ça la difficulté avec le gastrinome. Il y a des gastrinomes localisés dans le duodénum, il y a des gastrinomes, véritables gastrinomes pancréatiques. Même dans la queue du pancréas, il peut y avoir un gastrinome. Pourquoi? Parce que c'est des cellules, ils sont partout. Et donc, c'est ça qui fait la difficulté, c'est ça qui fait qu'on ne comprend pas très bien cette maladie. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est pancréatique, c'est la même chose quasiment que l'insulinome, mais l'octreoscan est généralement positif. Il y a d'autres maintenant, les éléments scintigraphiques dans lesquels je ne rentre pas dedans. Mais sachez qu'en général, avec une IRM, un scanner, une écho-endoscopie, dans 95% des cas, on sait où se situe un gastrinome pancréatique. Ce n'est pas la même chose pour un gastrinome, vous voyez, duodénal qui fait que ça. Alors, le gastrinome, il peut avoir ça. Regardez, on l'a vu à un stade très précoce. Je me souviens très bien, c'était un malade de Beaujon que j'avais opéré en 2004. Et en fait, il y avait en même temps une tumeur ici qu'on ne voyait pas très bien, qu'on a découvert en péropératoire. Donc, ce sont des tumeurs hypervasculaires, effectivement, avec des ganglions, et on dit même que dans 11% de cas, on ne trouve jamais le primitif et que c'est ganglionnaire, et à ce moment-là, vous avez le traitement qui, en général, c'est pour le duodénum plutôt les actions locales, parce que la maladie est déjà dans les ganglions, donc ça sert à rien de faire une grosse TPC pour ces malades qui vont aussi faire des métastases, ou bien quand c'est pancréatique, pas l'exérèse pancréatique, s'il faut faire une DPC, il faut faire une DPC. La lymphédénectomie est extrêmement importante pour ces malades. Ce qui est très important pour le chirurgien, et on le redit encore, c'est que ces malades, en post-opératoire, gardent pas la gastrine va diminuer d'un coup, mais gardent l'hypersécrétion acide, et donc ils peuvent mourir des suites de la DPC, d'hémorragie, d'ulcères perforés, des choses comme ça. Il y a récemment, il y a 2 ans ou 1 an, on a fait un dossier de Beaujon où justement le malade était mort, alors que c'est des spécialistes de ça. Ça veut dire qu'on peut l'oublier. D'accord? Donc IPP, périopératoire, à forte dose, minimum 1 mois, puis un peu dégressif. Et à des doses élevées, hein. C'est pas 40 mg, c'est 120 mg, même en péropératoire. Alors pour illustrer un peu tout ça, y a-t-il une place pour dire bah, j'ai un petit gastrinome chez quelqu'un de 50 ans, finalement sous IPP il va très bien, et ne pas opérer? Finalement non, parce que vous voyez que finalement le gastrinome, même moins de 1 cm ici, d'accord, et ben finalement il aura beaucoup de métastases ganglionnaires, et donc ces métastases ganglionnaires peuvent donner plus tard, une fois qu'ils évoluent, eh ben, des métastases hépatiques ici. Alors que quand on voit, par exemple, c'est un peu plus vrai encore pour les maladies pancréatiques ou duodénales, donc dans les 2 cas, pancréatiques ou duodénales, il faut les opérer, ces malades. Vous avez le diagnostic de Zollinger-Ellison, vous avez le traitement qu'il faut, vous attendez, vous faites le bilan, il faut aller chercher la tumeur primitive qui est généralement toute petite, et l'ensemble des ganglions, s'il y a des métastases hépatiques, on est déjà embêté. Pourquoi il faut le faire? Et il faut le faire que dans le cas sporadique, pas le cas génétique. L'équipe de New York avec Jensen, Robert Jensen et Norton ont depuis des années prouvé, ils ont des séries de 30 ans, et vous voyez finalement que les malades en overall survival, et surtout par la survenue de métastases hépatiques et de non-survenue de métastases hépatiques, s'ils ont une chirurgie précoce, après 25 ans, ils ont une survie différente complètement, et surtout parce qu'il n'y a pas de métastases hépatiques. Donc les gastrinomes, il faut les opérer avant qu'il y ait une métastase hépatique, faire le curage le plus large possible, et justement c'est ainsi qu'on pourra sauver, entre guillemets, guérir un certain nombre de malades, ou en tout cas les mettre les pendules pendant 10 ans, 15 ans à l'heure. Alors, maintenant qu'on a vu l'insulinome gastrinome, on ne va pas rentrer dans toutes les tumeurs, vous voyez, on vous a dit qu'il y a des tumeurs non fonctionnelles. Ces tumeurs non fonctionnelles, finalement, c'est 3 situations. Les grosses tumeurs neuroendocrines de la tête, etc., même avec 5 cm, où le malade n'est pas ictérique, un peu mal, on a fait une imagerie, et grosse tumeur très localisée sans métastase. La petite tumeur ou la tumeur de 2 cm, avec plein de métastases hépatiques. Et puis,
de temps en temps, une tumeur de moins de 2 cm découverte de façon fortuite sur un examen, un scanner, un injecteur, on a une tumeur hypervasculaire de 1 cm dans la queue du pancréas, qu'est-ce qu'il faut faire? On a fait la gastrine, l'insuline et tout ça, ça ne sécrète pas. Et bien finalement, c'est très important à chaque fois que vous vous souveniez qu'il peut y avoir des micrométastases, et que là, y a-t-il une place pour le traitement de la chirurgie et des métastases hépatiques? Exprès, aujourd'hui, je ne vais absolument pas parler de métastases hépatiques pour qu'on ait des idées claires, mais sachez que la question se pose, et donc c'est ces situations-là qu'on va regarder très rapidement. Donc la fréquence augmente, donc vous allez en voir de plus en plus. Il faut savoir qu'au contrairement à l'adénocarcinome, même s'il y a de temps en temps des thromboses, bon là j'ai pas mis le cas, mais on a différents cas, et notamment une fille de 25 ans qui est encore vivant à plus de 10 ans, on a fait la grosse thrombectomie avec l'hypertension portale, etc. On fait des choses un petit peu farfelues pour ces malades, parce que la tumeur n'envahit pas de façon monstrueuse ce qui est autour. D'accord? Donc parfois sur l'imagerie, on dit oh là là là, regardez, mais une grosse tumeur déjà comme ça, le malade n'a même pas de dilatation des voies biliaires. Donc sachez que ça va au contact, mais généralement, une chirurgie est possible par moment, surtout chez des gens qui ont un petit peu l'habitude de ça. Donc ça, ce sont des entités. Il y a les papiers qui sont sortis, et nous, dans les recommandations de l'ONES, on a bien marqué qu'il y a toujours une place à discuter un dossier avec quelqu'un qui a l'expérience des tumeurs neuroendocrines. Et donc pour ça, pour le reste, finalement, c'est assez comme les tumeurs neuroendocrines du pancréas, en sachant que quand c'est moins de 2 cm qu'on est nucléé, même si le risque d'adénopathie est plus faible, on essaye, si on voit des ganglions, d'enlever quelques-uns à côté de l'air on a enlevé. Et quand c'est au contact du canal pancréatique, finalement, au contact du canal, on ne peut rien faire. Vous voyez, par exemple, ce malade-là, on a pu les nucléer parce qu'il y avait un peu de parenchyme. Alors, sous célioscopie, oui, je vous dirai pourquoi. Parfois, il faut même prendre la tumeur et ne pas appuyer dessus pour voir si en le tirant un petit peu, il n'y a pas de parenchyme qui apparaît. Donc, il y a un peu de progrès pour les gens qui font là-dessus, mais sachez que c'est à peu près quasiment ce qui se passe pour toute la chirurgie pancréatique. Soit une pancréatectomie réglée, soit une énucléation, et la lymphadénectomie, surtout si les tumeurs sont plus de 2 cm, c'est, comme on appelle, obligatoire. Alors, pourquoi c'est obligatoire? Parce que quand on regarde, par exemple, 128 tumeurs neuroendocrines du pancréas, les métastases ganglionnaires ici, et la mort liée à la progression de ces métastases ganglionnaires n'est pas très élevée, c'est moins de 10%, alors que vous voyez, 10% de malades quand même entre 1 et 2 cm ont des ganglions sur les tumeurs neuroendocrines non fonctionnelles, mais que quand ça passe entre 2 et 3, à partir de 2, il y a un cut-off, et là, vous voyez, ça triple. Et ça triple, et après la mortalité liée aux métastases, etc., vous voyez que ça augmente plus. Donc il n'y a pas de place pour ne pas faire de lymphadénectomie pour les tumeurs de plus de 2 cm. Alors la céliose c'est possible, pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est un moyen de diagnostic comme un autre. De temps en temps on fait la céliose pour voir où est la tumeur, on trouve la tumeur parce qu'on a les échos per laparoscopie, et qu'on fait le Doppler, et qu'on arrive à mieux voir en mettant de l'eau, etc., des zones où même l'écho-endoscopiste lui-même, entraîné n'arrivait pas à voir, et là, on peut faire le traitement, toujours un petit peu, si on peut, l'énucléation pour les petites tumeurs, finalement, c'est pas si mal. Alors, je termine par une chose. Donc, la troisième sorte de malade, finalement. On n'est pas rentré dans les métastases. Est-ce qu'on peut surveiller, du coup, les tumeurs de 1 cm que vous allez découvrir? Alors, pour ça, j'ai quelques diapositives, et vraiment, c'est quelque chose de nouveau. C'est depuis 5-6 ans qu'on en parle. Donc, ce cut-off, c'est 2 cm. Alors, quand on prend les études de 2 cm, on voit quand même que ici, plus de 2 cm, il y avait 40% de ganglions positifs versus 7, c'est vrai, ça confirme ce qu'on vient de dire, tumeur de moins de 2 cm à moins de 10% de ganglions envahis, mais les G3 représentent quand même 43% de malades. Donc la taille n'est pas le seul élément de gravité pour ces malades. On peut très bien avoir une tumeur de 1 cm qui est extrêmement méchante, qui va évoluer très rapidement, comme un cancer en fait, et donc surveiller ça, c'est pas bon. C'est pas bon même du tout. D'accord? Donc la taille ne veut pas toujours dire absence de ganglion, et surtout absence de grade élevé. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire. Deuxième chose maintenant, pour les mêmes stades, ça veut dire T1, toute petite tumeur, T2, entre 2 cm qui n'envahit pas, etc., finalement, dans toutes les études, ceux qui sont incidentales, ça veut dire qu'ils ne sont pas venus pour un symptôme, pour une dilatation, pour une pancréatite aiguë, pour une dilatation, le moindre petite dilatation canalaire, etc., ceux-là, c'est des meilleurs pronostics. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Et à partir de ce fait, vous voyez, même les stades qui sont avancés, qu'on a découverts sur une radio, le malade n'avait rien du tout, on a fait une écho
on a trouvé des méta, bah, finalement, le pronostic est meilleur. Donc, ça veut dire que, finalement, soit c'est l'histoire naturelle qu'on sélectionne avec ça, jusqu'à tel point où dans cette étude qui est bicentrique entre Beaujon et Vérone, où Alain et Maximo Falconi, qui connaissent très bien ces choses-là, et Sébastien Gaujou ont mis les choses les unes avec les autres, c'est-à-dire leurs malades, et opéré ou non, en fonction de l'évolution, bah finalement, ils disent que c'est pas toujours bénin, et justement, il faut essayer de voir quels sont les meilleurs cas pour justement ne pas opérer. Et alors, ils ont fait cette étude qui est très intéressante de surveillance donc, de malades asymptomatiques, donc incidentales, et ils ont vu que quand les tumeurs sont de moins de 2 cm, bah, finalement, aucune ne fera de métastase à 2 ans, à 34 mois, ça c'est la médiane de suivi, et que finalement, l'augmentation de taille n'est présente chez 13% de malades, que ça grossit très peu par an, et que finalement, avec ces courbes, vous voyez, on est passé celui-ci, par exemple, de 7,5 mm à 1 cm. Alors là, vous voyez, c'est même celui-là, 1,5 à 17,5 sur 1 an et demi, 2 ans. Donc, certes, c'est important, et donc je vais terminer mon topo avec ça. Quels sont les malades qu'on peut surveiller aujourd'hui en 2017 qui ont des tumeurs neuroendocrines pas fonctionnelles et de moins de 2 cm, bah pour moi aujourd'hui, on est en train de donner tous ces critères avant de leur proposer une surveillance. Mais ce qui est clair et net, c'est qu'on ne saute pas sur une tumeur neuroendocrine du pancréas de petite taille, on réfléchit, on demande un RCP particulier. Et là, vous avez l'ensemble des éléments que je vous ai dit, incidental, petite taille, mais surtout à la biopsie, ou en tout cas des éléments qui vont dire qu'il n'est pas agressif, et il n'y a pas de dilatation, il n'y a pas de métastase. À l'électroscan, ça fixe bien, justement, ça veut dire que ça exprime tous les récepteurs de la somatostatine et qu'on puisse surveiller ce malade. Je vous remercie.